vous rencontrer. Allez à la rencontre de vous-même. Je suis Céline Doré, facilitatrice du devenir mère. Devenir mère, c'est pour moi un incroyable voyage, qui commence dès les premiers questionnements sur votre désir d'enfant et s'étend jusqu'au repositionnement successif de votre identité de maman au fur et à mesure que vos enfants grandissent. Je vous accompagne dans ces traversées avec les outils de la Gestalt thérapie, du coaching somatique et avec qui je suis. Je vous guide pour vous retrouver, discerner votre vérité et l'incarner au quotidien. Prête ? Si vous ne vous reconnaissez plus depuis que vous êtes devenue maman, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez vous. C'est parce que vous êtes en train de traverser une transformation profonde. On a l'image d'Épinal, d'une grossesse heureuse, d'une maman souriante, d'une maman qui vient de donner naissance à son enfant et qui croise son regard et en tombe immédiatement amoureuse. Alors oui, parfois ça se passe comme ça, mais la réalité est quand même plus complexe. Devenir mère, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ni en un regard. C'est un processus qui s'inscrit dans la durée. Vous êtes peut-être jeune maman, et si vous vous sentez déstabilisée, perdue ou encore enfermée dans ce nouveau rôle, ce n'est pas vous qui avez un problème. C'est normal. Vous vivez un processus qui s'appelle la matrescence. On doit ce mot à une anthropologue qui a conceptualisé ça dans les années 70, Dana Raphael. Et je choisis aujourd'hui de vous en parler, à vous les mamans, parce que ça me semble vraiment important pour comprendre ce qui vous arrive et vous déculpabiliser. Mais j'invite tout le monde à écouter cet épisode, parce que je crois vraiment que le monde se porterait mieux si on se comprenait mieux les uns les autres. Et on connaît tous et toutes des jeunes mamans et des mamans tout court. Donc je crois que ça peut tous nous intéresser. Alors je vous donne quelques repères théoriques et puis après on rentre vif dans le sujet. Qu'est-ce que c'est que cette matrescence ? De quelle période on parle ? Alors pour moi, ça commence dès qu'on réfléchit, dès qu'on se pose la question. Est-ce qu'on a envie d'avoir un enfant ? Ça va dépendre des femmes, bien sûr, nos vécus sont tous différents. Mais moi, je peux vous partager que dès que j'ai commencé à me poser sérieusement cette question, ça a déjà changé quelque chose pour moi. J'ai déjà commencé à fréquenter des espaces différents, à réfléchir différemment. Donc je crois que ça peut se mettre en route, ce processus vraiment bien avant de devenir maman pour de vrai. Et puis quand est-ce que ça s'arrête ? Là encore, ça va dépendre des femmes. La plupart des chercheurs s'accordent à dire aujourd'hui que ça peut aller jusqu'aux 3 ans de l'enfant, de la naissance aux 3 ans minimum. Et puis, moi, je crois que c'est vraiment un processus qui n'a pas vraiment de fin, parce qu'il peut se réactiver à toutes les étapes de notre vie de maman. À chaque fois qu'on a un nouvel enfant, par exemple, eh bien, on peut vivre une nouvelle matrescence. On en parlera plus tout à l'heure. Lorsque notre enfant, même le premier, entre à l'école ou devient ado ou part de la maison, c'est une nouvelle version de maman en fait qui demande à naître. À chaque fois que nos enfants grandissent, notre rôle de maman, il évolue aussi. Et donc, c'est à nouveau une transformation identitaire. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, après l'anthropologie, il y a aussi la psychologie qui s'est intéressée à ce concept de matrescence, et notamment Aurélie Hassan, qui est enseignante-chercheur à l'Université Columbia, qui a parlé de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement pendant ce processus de matrescence ? C'est une transformation. Devenir mère, c'est une transformation physique, hormonale, émotionnelle et identitaire, à minima. Mais on pourrait aussi en rajouter, c'est une transformation sociale, etc. etc. Physique, vous voyez bien ce que je veux dire. Bien évidemment, le corps des femmes est impacté par la maternité. Alors on pense bien sûr à la grossesse, où le ventre notamment prend des proportions inhabituelles, et puis tout ce qui se passe à l'intérieur de l'utérus, tout ce qui se passe dans le corps, dans la poitrine. Mais ça peut même démarrer avant.
Vous voyez, je peux à nouveau vous partager mon exemple personnel me concernant dès lors que j'ai décidé avec mon conjoint qu'on se lance dans ce projet bébé. Eh bien, j'ai eu un petit ventre que j'avais jamais vu avant, que j'avais le ventre plat avant, et là j'ai eu un petit blop là, alors que j'étais pas enceinte, mais pendant toute la période de conception, eh bien j'ai eu ce petit ventre et puis qui a redisparu après que j'ai accouché. Donc c'est quand même surprenant le corps. Donc bien sûr pendant ça semble assez évident, le corps se transforme. Et puis après, eh bien après la naissance, hein, il y a encore des transformations physiques. Bien sûr, le ventre met du temps à revenir à euh, tel qu'il était avant et parfois ne revient pas tel qu'il était avant, que ce soit en termes de place qu'il prend, en termes d'aspect. Euh, Même si on n'a pas de cicatrice de césarienne, on peut avoir des vergetures, on peut avoir tout un tas de traces en fait de cette maternité. Et puis bien sûr si on allait, eh bien on va avoir la poitrine, les canaux lactifères qui vont être impactés. Euh, on peut avoir tout un tas de, voilà, de transformations physiques qui sont plus ou moins agréables, plus ou moins faciles à appréhender et à accepter. Et donc c'est déjà un premier aspect qui fait qu'on change et qu'on doit se réapproprier cette nouvelle version de nous-mêmes. La matrescence, c'est aussi des transformations sur le plan hormonal, puisque vous le savez, bah, tout notre corps hein, est régulé par nos hormones, hein, même en dehors de cette période. Les femmes sont cycliques et tout est régi par nos hormones. Et dans cette période spécifique de la grossesse et potentiellement de l'allaitement, ce balai hormonal habituel, mensuel, est stoppé. Ce sont d'autres hormones qui prennent le relais et qui orchestrent la croissance de ce bébé, la création du placenta, la montée de lait. Donc il y a vraiment des hormones spécifiques qui vont être là. Et à vrai dire, ces hormones ne sont pas... alors, excepté la sensibilité accrue que vous avez sans doute remarqué pendant les grossesses, ces hormones sont plutôt soutenantes. Elles vont plutôt nous permettre de mettre à distance tout ce qui est difficile, de nous sentir plus légères pendant la grossesse, voire pendant l'allaitement. Ce qui va plutôt nous poser de difficultés, ce sont les chutes d'hormones. Donc cette fameuse chute d'hormones après l'accouchement, 3-4 jours après l'accouchement, qu'on appelle parfois baby blues. Et puis pour les mamans qui allaitent, eh bien, l'arrêt de l'allaitement qui va aussi faire descendre les hormones qui nous maintenaient, qui nous soutenaient en fait pendant cette période de postpartum. Donc ça va être là les moments un petit peu charnières et délicats. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que les hormones, elles ont une grande influence sur notre humeur, sur nos émotions. Et donc on va ressentir des impacts émotionnels et des impacts identitaires. Et c'est là que j'aimerais vous emmener, c'est là le cœur du sujet qui m'intéresse et qui me passionne, parce que ça explique pourquoi c'est si déstabilisant de devenir maman. Donc on l'a dit, il y a des changements physiques, hormonaux, mais il y a aussi un énorme impact identitaire. Quand vous devenez maman, eh bien, vous faites changer tout le monde de place, tout le monde de grade. Alors encore plus si votre enfant est le premier de cette génération. Là, ça veut dire que vos parents deviennent grands-parents, que vos frères et sœurs deviennent oncles et tantes, euh, que vous devenez parents, bien sûr. Et puis, même si ce n'est pas le premier enfant, ça n'empêche que bah, vous faites passer peut-être un cousin, une cousine au rang de grand cousin, grande cousine, le frère ou la sœur de ce bébé au rang de grand frère ou de grande sœur, vous peut-être parents de familles nombreuses. Il y a toujours en fait un impact de changement de place. Et ce changement de place, bah, il faut se réapproprier cette nouvelle place. Et puis, ça peut aussi nous activer parce que ça peut nous ramener à des pans de notre propre histoire. Par exemple, quand nous-mêmes, on a eu un petit frère ou une petite sœur, bah, peut-être que c'était difficile et peut-être que
de donner un petit frère ou une petite sœur à notre enfant, ça va nous activer, ça va inconsciemment faire remonter des souvenirs qui ne sont pas complètement digérés. Euh, Ça va aussi vous poser la question de ce que vous avez envie de reproduire ou pas. Quand on devient parent, ben, on se dit tiens, comment j'ai envie de réagir, comment j'ai envie d'éduquer mon enfant, ou même si on ne se pose pas cette question en amont, en tout cas on est confronté à nos réactions devant cet enfant. Et là on peut se dire tiens, je ne voulais pas reproduire ça, et puis finalement ça arrive malgré moi, ou je vais absolument pas reproduire ça et je me mets de la pression. Il y a vraiment toute une dimension identitaire par rapport à notre famille, à nos lignées, à nos ancêtres, qui n'est pas à laisser de côté. Alors concrètement, pourquoi c'est si déstabilisant? Qu'est-ce que vous pouvez ressentir comme symptômes qui font que vous êtes perdu? La première chose que j'ai envie de mettre en lumière, c'est que vous avez probablement ressenti, si vous êtes jeune maman ou si vous avez été jeune maman, que vous étiez 100% tourné vers votre enfant. Alors, c'est pas bizarre, c'est pas anormal, c'est pas vous qui êtes bizarre, c'est vraiment physiologique. Dans notre cerveau, il y a une réorganisation neurologique à la fin de la grossesse et au début, les premiers mois de notre enfant, où certaines zones sont vraiment mises en sommeil. Par exemple, les zones cognitives, les zones de la rationalité. Vous avez peut-être remarqué que vous étiez moins alerte d'un point de vue intellectuel. Peut-être que ça a été difficile à la reprise du travail si vous avez repris le travail rapidement après la naissance de votre enfant. En fait, ce n'est pas vous qui avez perdu des neurones, c'est juste la physiologie qui est faite comme ça pour que ces zones-là soient désactivées au profit des zones de l'empathie. Pourquoi le cerveau fait ça? Pourquoi l'évolution a fait ça? Pour que vous puissiez créer le lien avec votre enfant, pour que vous puissiez vous accorder à votre enfant, apprendre à le connaître, apprendre à décoder ses besoins et du coup vous approprier ce lien, créer cette relation. Donc c'est pour ça que vous êtes 100% tourné vers la grossesse dans les dernières semaines de la grossesse et que plus rien d'autre ne vous intéresse et que dans les premiers mois de votre enfant, bah, parfois votre conjoint, votre partenaire passe vraiment au second plan, les amis, peut-être la famille plus élargie, peut-être vos passions d'avant, c'est vraiment normal. Et puis parfois quand on a de l'anxiété, et on peut avoir de l'anxiété pour tout un tas de raisons, eh bien ça se transforme en hypervigilance. Parce qu'on est tourné vers son enfant, mais qu'on veut bien faire, qu'on veut lui donner le meilleur, et que du coup on va pouvoir être peut-être sous tension, vraiment trop, hyper vigilante à tous ces signaux et à vouloir y répondre dans l'instant T et de la manière la meilleure possible, ce qui va évidemment être très fatigant. Moi, je peux vous partager mon expérience personnelle après la naissance de mon fils. Bien sûr, il y a des moments où je me sentais fatiguée, comme toutes les jeunes mamans. Et donc, je demandais ou on me proposait d'aller faire une sieste. Donc super, bah, je laisse bébé en bonne garde avec son papa ou avec quelqu'un d'autre, et puis je monte dans la chambre essayer de dormir. Et en fait, c'était impossible pour moi de dormir. En sachant que bébé était dans la maison, mon cerveau ne pouvait pas décrocher. Il y avait forcément une partie de mon attention qui était tournée vers les petits bruits que je pouvais capter. Et je n'arrivais pas à lâcher prise dans le sommeil. Donc c'est hyper rageant parce qu'on se dit j'ai besoin de sommeil, j'en suis consciente, j'ai envie de dormir, j'aime faire des siestes, mais là c'est pas possible. Donc ça, vous voyez, c'est un des symptômes vraiment qu'on reconnaît dans la matrescence et qui peut être déstabilisant parce que potentiellement on ne se reconnaît pas. Dans mon cas, bah, j'aime faire des siestes, je suis fatiguée, j'en ai besoin, bah, pourquoi ça marche pas? Premier symptôme. Un autre symptôme que vous avez sans doute expérimenté ou que vous expérimentez en ce moment, c'est l'ambivalence. Du fait de cette réorganisation de notre cerveau, il y a une part de nous qui a envie d'être toujours avec notre bébé,
qui a envie de partager avec lui ses moments privilégiés et puis d'être là pour lui, pour répondre à ses besoins. Mais on peut avoir aussi un sentiment d'enfermement dans cette relation fusionnelle, dans ce tout petit périmètre, parce que souvent on reste beaucoup à la maison, ou on reste voilà, dans un périmètre restreint par rapport à notre vie d'avant, où peut-être on allait au travail, peut-être on avait plein de contacts sociaux. Donc là, on peut avoir vraiment une ambivalence entre, d'un côté, j'ai toujours envie d'être avec mon bébé, si je m'éloigne, je me sens vide, je me sens seule, je ne sais pas quoi faire. Et en même temps, j'ai aussi besoin d'être nourrie d'autres choses. Et puis, la société, elle nous prône plutôt la liberté, l'indépendance. Donc, c'est des valeurs souvent dans notre génération qu'on a pas mal intériorisées et qui sont importantes pour nous. Et donc, ça peut être très déstabilisant, en fait, de se dire, mais je veux du temps pour moi, mais quand je prends ce temps pour moi, je ne sais plus quoi faire, mon bébé me manque, mais c'est quoi mon problème? Et en fait, vous n'avez pas de problème. Cette ambivalence, déjà, elle est profondément humaine et elle est aussi profondément caractéristique de cette période de la matrescence. Vous pouvez aussi ressentir justement un écart entre la mère que vous aviez imaginé être, peut-être cette mère parfaite, cette mère présente, cette mère heureuse, cette mère gaga, et puis la mère réelle que vous observez être, vous vous dites oui bon, ça me gonfle un peu là, toute la journée, changer des couches, faire des siestes, donner le sein ou donner des biberons, bon on tourne un peu en rond quoi. Et vous pouvez vous sentir coupable de ne pas être cette mère parfaite que vous avez l'impression que les autres mamans sont. Vous pouvez vous mettre la pression, vous pouvez vous mettre des injonctions, je devrais être comme ci, être comme ça. Et en fait, le fait de vous mettre ces injonctions-là, déjà c'est lié à effectivement à ce qu'on perçoit, enfin, à l'image que nous donne la société de ce que c'est que de devenir mère. On a vraiment cette image d'Épinal de la maman heureuse, souriante, comblée, qui a son bébé dans les bras et qui est pleine de ça et voilà, qui est comblée. Alors qu'on peut aussi ressentir des manques, on peut aussi ressentir que on n'est pas nourri sur tous les plans, on n'est pas pleinement nourri parfois sur l'aspect social, sur l'aspect intellectuel, notamment quand bébé commence à grandir un petit peu et puis que la routine s'installe. Donc c'est ok de ressentir ce décalage, mais ça peut vous mener à l'épuisement de tomber dans cette pression, dans ces injonctions de vouloir être la mère que vous avez fantasmée, et ça peut vous mener à vous oublier encore plus, à vous déconnecter encore plus de vous-même. On peut avoir d'ailleurs ce même schéma pour le bébé. On s'est imaginé un bébé, peu importe, avec nos représentations, peut-être un bébé souriant, peut-être un bébé joufflu, et puis, que sais-je, peut-être que vous allez accoucher d'un petit bébé qui ne sera pas du tout joufflu, peut-être que vous allez accoucher d'un bébé qui pleure beaucoup, et ça, vous ne l'aviez pas imaginé, vous ne l'aviez pas anticipé, et c'est un peu la douche froide, quoi, parce que ce n'est pas votre postpartum rêvé. Il faut que ce deuil il se fasse, en fait. Vous voyez, si vous vous sentez perdu depuis que vous êtes devenue maman, que ce soit parce que vous ne vous reconnaissez pas en tant que maman, la maman que vous auriez rêvé d'être, ou que vous ne reconnaissez pas votre bébé, c'est pas le bébé que vous aviez rêvé, c'est pas que vous n'êtes pas faite pour être maman. C'est vraiment parce que vous êtes en train de traverser cette période de transition qu'on appelle la matrescence. Et ce sont vraiment des deuils que vous vivez là. Le deuil de ce bébé fantasmé, le deuil de cette mère fantasmée, et puis le deuil de votre vie d'avant. Le décalage social entre ce que vous aviez imaginé et ce qui se vit là, ça peut être aussi peut-être le deuil de votre liberté, le deuil du silence dans votre maison, le deuil de la spontanéité de « Ah, ce soir, on a envie de faire ça, on fait ci. Ah bah non, là, ça va décaler le rythme de bébé et je me sens tiraillée parce que j'ai envie qu'il fasse sa sieste, que ceci, que cela. Et du coup, j'ose pas sortir chez des amis comme on avait l'habitude. Peut-être que ça peut être
le deuil d'une certaine version de votre couple. Peut-être que ça peut être le deuil de certaines certitudes. Voyez, c'est vraiment une succession de deuils que vous pouvez ressentir et à laquelle on vous a très peu préparé. Le discours sociétal, c'est plutôt une mère nageant dans le bonheur et du coup, ressentir cette tristesse du deuil et cette perte de repères, c'est vraiment très déstabilisant. Et je voudrais vous le dire, ressentir ce deuil, devoir vivre ces deuils, ça n'empêche pas l'amour. Ça ne veut vraiment pas dire que vous n'aimez pas votre bébé ou que vous êtes une mauvaise maman. C'est juste une étape normale que vous avez à traverser pour trouver la maman que vous avez envie d'être. Cette perte de repères, je sais qu'elle est déstabilisante parce que parfois on ne sait même plus ce dont on a envie. On ne se reconnaît plus, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes désirs qu'avant et du coup on est un peu dans un no man's land, là on est un peu entre deux eaux, entre deux identités. Et en fait c'est pas vous qui êtes anormal, c'est vraiment propre à cette période qui est justement une période de transition. Pareil pour vos croyances, vos certitudes, vous aviez peut-être l'impression que vous avez peut-être des idées préconçues sur l'éducation en voyant d'autres bébés dans votre entourage. Ah bah moi je laisserai jamais pleurer mon enfant, ou au contraire, ah bah moi je comprends pas ces parents qui accourent, moi je le laisserai pleurer au moins de 2 minutes avant de venir. Et puis une fois que bébé est là, en fait vous réagissez pas du tout comme vous aviez prévu. Parce que là, vous êtes dans le concret, vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans tout ce qui se rejoue pour vous. Et donc, ça peut faire trembler comme ça vos croyances et ça peut être déstabilisant de vous dire, tiens, je ne me reconnais pas. Je m'étais toujours dit ça et puis finalement, c'est pas ce que je fais. Il y a aussi des parents qui se découvrent une conscience écologique quand bébé arrive, parce que tout d'un coup, on pense au monde qu'on va lui léguer et puis ça rebat les cartes. Nos priorités, elles sont plus au même endroit. Vous voyez, il y a tout un tas de croyances comme ça, de certitudes, d'engagements qui peuvent bouger et qui peuvent faire qu'on ne se reconnaît pas tout à fait. Et puis enfin, je voudrais parler d'un dernier point qui me tient à cœur parce que je l'observe beaucoup chez les mamans. On peut se sentir vraiment colonisé dans cette période de la petite enfance là. Souvent, on a bébé beaucoup dans les bras. C'est quand même l'endroit où il est souvent le mieux. Donc même si on a mal au bras, même si on a mal au dos, même si on n'en peut plus, parfois c'est la seule chose qui le calme. Et puis parfois c'est là aussi où on a envie qu'il soit. Mais c'est intense. On sent les impacts sur notre corps, on sent que ça tire dans tous les sens. Et puis pour les mamans qui allaitent, bien sûr, cette poitrine-là, elle est tout d'un coup utilisée, elle est tout d'un coup au service de bébé. Et puis ça peut aussi créer bien sûr des tensions dans les bras, dans les épaules, dans le dos. Et tout ce corps d'ailleurs, qu'on allaite ou pas, tout ce corps finalement, il est un peu au service de bébé. Il accourt dès que bébé pleure, il porte, il berce. Et on peut un peu s'en éloigner. On peut un peu comme en être dépossédé. Comme si on ne l'habitait plus vraiment, ce corps. Et ça, c'est très déstabilisant parce que notre corps, c'est peut-être notre premier ancrage, notre première identité. Donc il y a toute cette colonisation par bébé. Et puis il peut aussi être envahi, ce corps, par d'autres. Il peut être bien sûr envahi par les autres enfants. Si vous avez des aînés, ils vont être eux aussi déstabilisés par ce bébé qui arrive et qui accapare toute l'attention de maman. Donc ils vont peut-être particulièrement vous tirer sur la manche, vouloir être sur vos genoux, vouloir avoir eux aussi de l'attention. Donc vous pouvez vous sentir tiraillé entre les besoins de bébé et les besoins des aînés. Ça peut être la même chose pour le conjoint aussi. Certains conjoints peuvent se sentir délaissés et être plus demandeurs à ce moment-là.
Vous pouvez peut-être ressentir de la pression de vos proches, que vous délaissez un petit peu par rapport à d'habitude. Si vous avez repris le travail, vous pouvez sentir aussi des demandes au travail et vous sentir comme ça écartelé en fait. C'est une sensation psychique mais aussi corporelle qui est très désagréable et, et qui peut être très déstabilisante. Et puis tout ça, bien sûr, tous ces symptômes, ils sont renforcés par la fatigue, hein. Souvent, quand on est jeune parent, on manque quand même de sommeil. Et du coup, vous savez que le manque de sommeil, ça amplifie les choses et ça fait prendre des proportions supplémentaires. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, tout ce que vous pouvez ressentir et qui peut être vraiment perturbant, eh bien, comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors déjà, j'ai envie de vous dire, vous laissez le temps. C'est un processus, vous vous souvenez? C'est quelque chose qui s'installe dans la durée, qui peut durer 3 ans. Alors pas 3 ans avec la même intensité, je vous rassure. Il y a des hauts et il y a des bas. À chaque étape d'évolution de l'enfant, tout se reconfigure. Mais vraiment, je vais vous inviter à être bienveillante envers vous-même. Parce que vouloir être notre version d'avant, plus une maman, ou vouloir être super en forme tout de suite, ça va vous mettre une pression supplémentaire, ça ne va pas vous aider. Moi, je vais plutôt vous inviter à ralentir et à revenir à vos ressentis, à vous reconnecter justement à ce corps-là, à vous réapproprier ce corps, à habiter ce corps à nouveau. Et puis quand on revient dans son corps, eh bien souvent on ressent des émotions. Et vous avez sans doute beaucoup d'émotions à libérer en ce moment. On a parlé des deuils, deuil de la mère fantasmée, deuil du bébé fantasmé, deuil de votre liberté, etc. etc. Comment on fait un deuil en vivant pleinement les émotions? Donc c'est pas toujours confortable, c'est parfois très chahutant, mais laissez s'exprimer la tristesse, laissez s'exprimer la colère, laissez s'exprimer tout ce qui doit sortir. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir passer de l'autre côté du deuil. Donc je vais vraiment vous inviter à laisser se faire le processus de libération émotionnelle et à les exprimer autant que vous avez besoin autour de vous, auprès de personnes qui vont vous écouter vraiment. Et puis une fois que vous avez traversé vos émotions, vous avez libéré un peu là ce trop-plein, je vais vous inviter aussi à revenir à vous, à un autre niveau, c'est-à-dire vous recentrer sur vos valeurs, sur vos ambitions de vie. Qu'est-ce qui vous guide dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pourquoi vous avez voulu être maman? Ou pourquoi vous avez choisi de garder cet enfant s'il n'était pas prévu? Vous voyez, dans la tourmente, dans l'intensité du postpartum, de la fatigue, on peut s'éloigner de ça. On est tellement focus sur les problèmes du quotidien, sur la prochaine nuit, sur le prochain repas qui peut-être est difficile avec bébé, qu'on n'est plus du tout connecté à nous et à tout ça. Et se recentrer sur nos valeurs et sur ce qui est important pour nous, ça va vraiment nous aider à prendre du recul avec le quotidien et à revenir à nous et à nous sentir beaucoup plus ancrés. Et puis une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir identifier vos besoins. De quoi vous auriez besoin en ce moment? Vous avez peut-être besoin de repos, par exemple. Mais est-ce que c'est vraiment dormir qu'il vous faut, qui vous ferait du bien? Ou est-ce que c'est plutôt vous ressourcer, prendre du temps pour vous, vous retrouver? Quels sont vos besoins profonds en fait, cachés sous les premiers besoins qui vous viennent en tête? Et puis une fois que vous avez identifié vos besoins profonds, il va falloir trouver des réponses à ces besoins qui vont être compatibles avec la situation. Puisqu'évidemment, là, vous avez un bébé qui a besoin de vous. Alors quel relais vous avez? Est-ce que vous pouvez le confier? Est-ce qu'il y a certains des besoins auxquels vous pouvez répondre quand vous êtes avec bébé? Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure. J'avais du relais pour faire des siestes de temps en temps, mais j'arrivais pas à dormir. Donc ça marche pas. Donc comment je me repose si j'arrive pas à dormir? Au début, je voyais pas.
Et puis j'ai finalement trouvé, j'ai pratiqué le yoga nidra. Et ça c'était génial parce que je mettais mes écouteurs dans les oreilles, du coup ça m'isolait du bruit de la maison. J'entendais plus si il se passait quelque chose, si bébé pleurait, si les pleurs s'arrêtaient pas tout de suite, etc. Et je partais en fait dans le yoga nidra, en fait on est allongé, donc voilà, on est allongé, on n'a pas à bouger, on a juste à écouter et à se concentrer sur la voix qui nous guide. Et donc j'étais allongée, je reposais mon corps et mon esprit pouvait partir en fait en suivant cette voix. Et on dit que c'est le yoga du sommeil parce que 45 minutes de yoga nidra équivalent à 2 heures de sommeil. Donc c'est la façon que j'ai trouvé moi de me reposer. Et c'était vraiment génial, c'était hyper reposant, hyper ressourçant. Pour certaines mamans, la solution à si j'entends bébé, j'arrive pas à me détendre, bah, ça va être de sortir de la maison. Peut-être que vous, ce qui vous fait du bien, c'est le sport, ce qui vous défoule, c'est la musique, j'en sais rien. Et ben, peut-être que dans ces cas-là, ça va être de ne pas faire le sport ou la musique à la maison, mais d'aller le faire à l'extérieur. Parce que là, comme ça, vous êtes vraiment centré sur vous et vous n'êtes pas parasité par les petits bruits que vous pourriez entendre. Donc je vais vous inviter, une fois que vous aurez identifié vos besoins profonds, à réfléchir et pourquoi pas vous faire aider de vos proches pour trouver des solutions que vous allez pouvoir mettre en œuvre, y compris avec les contraintes du moment, les contraintes de la situation. Et puis parfois, ça va être difficile de faire ça. C'est pas évident quand on n'a pas l'habitude d'accueillir ses émotions, de les traverser. C'est pas évident de prendre du recul quand on est le nez dans le quotidien, sollicité tout le temps pour les besoins de bébé, voire des aînés. C'est pas évident de faire ce pas en arrière ou de monter, de prendre cette vision hélicoptère là pour nous recentrer sur nos besoins, sur ce qui est important pour nous, sur nos valeurs. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide et c'est OK en fait. Vous voyez, moi par exemple, dans mon cabinet, j'accompagne vraiment les femmes sur ce chemin. Déjà, je suis là avec elles pour tenir l'espace quand elles traversent ses émotions, quand elles libèrent ses émotions. Elles viennent me confier les pensées qui les traversent, qui les habitent. Et puis, il peut y avoir vraiment cette libération émotionnelle qui fait énormément de bien et qui est plus facile quand quelqu'un est là pour tenir l'espace et pour vous rassurer aussi sur le fait que ce que vous traversez est normal. On peut vraiment ensemble mettre du sens sur cette transition, sur cette traversée, sur ces épreuves que vous vivez et se raccrocher à la physiologie, à ce qui se passe dans le corps et qui est tout à fait normal et logique. Et puis, je vous aide aussi à prendre du recul. Donc, réidentifier vos valeurs, réidentifier vos besoins profonds. C'est vraiment plus facile quand on a quelqu'un qui a un regard extérieur et qui peut vous poser les bonnes questions. Ça vous permet vraiment de retrouver de la clarté sur ce que vous voulez et sur ce qui est vraiment important pour vous. Ça vous fait sortir de ce brouillard, de cette confusion. Et ça vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous, de mettre en place les ajustements adéquats pour que vous puissiez retrouver une vie qui vous convient. Que vous puissiez vivre ce nouveau rôle de maman à votre manière à vous, de la façon qui vous épanouit. Il y en a forcément une, on en a toute une, mais elle est unique et je peux vous aider à en trouver le chemin. Et puis, venir en thérapie, c'est aussi tout simplement sanctuariser un moment rien que pour soi. Se dire, chaque semaine, je sais que j'ai ce temps où personne n'attend rien de moi, où je quitte la maison, où je quitte bébé et où là, je me retrouve. Je prends ce temps pour moi et personne n'y touche. Il est rien qu'à moi et c'est un temps spécial, un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même et c'est le premier pas de l'amour de soi. Et puis parfois, cette période de la matrescence, non seulement c'est une transition, mais ça peut aussi réveiller des blessures plus profondes. Pour certaines personnes, cette transition identitaire, eh bien, elle entre en écho avec des blessures plus profondes et ça peut être très difficile, bien évidemment.
Mais pour moi, je choisis de le voir comme une opportunité d'aller visiter ces blessures, d'aller mettre en lumière ce qui vous a manqué dans le passé et de pouvoir compléter votre développement aujourd'hui. Pouvoir réparer pour avoir des relations plus apaisées, que ce soit avec votre enfant ou dans le reste de votre vie d'ailleurs. Les enfants, c'est vraiment des boosters de développement personnel et de guérison. Ils ont le don pour appuyer là où ça fait mal. Et du coup, c'est pas toujours agréable, mais c'est des opportunités d'aller visiter ces zones d'ombre et d'aller guérir ces blessures pour se sentir mieux ensuite et pour grandir, pour évoluer. Je vous donne juste 2 exemples pour illustrer mon propos. Un bébé, c'est complètement dépendant. C'est la dépendance absolue. Si vous vous occupez pas de lui, il meurt. Donc en tant que maman, c'est une responsabilité énorme. Et on a ce bébé qui est dépendant, qui nous appelle en pleurant, qui demande nos bras, qui demande qu'on s'occupe de lui constamment toute la journée. Pour une maman dont l'histoire a conduit à un style d'attachement évitant, ça va être hyper activant d'avoir un bébé qui est dépendant d'elle tout le temps. C'est quelque chose qui va être très très difficile. Et donc ça va la mettre peut-être face à son style d'attachement et ça va l'inviter à aller revisiter son histoire, comprendre pourquoi elle a ce style d'attachement et comment elle peut s'en détacher pour créer tout de même un lien avec son bébé et pour vivre une maternité plus apaisée. Vous voyez, on est plein aussi à avoir une estime de soi qui n'est pas tout en haut de l'échelle, qui peut être moyenne, voire fragile. Pour une maman qui a une estime d'elle-même fragile, ça va être d'autant plus facile de penser « je ne suis pas une bonne mère ». Et une maman qui a une estime de soi solide, elle va peut-être le penser aussi, mais elle va vite se rassurer, elle va vite sortir de cette pensée, revenir à ses ressources et se sentir mieux. Alors qu'une maman qui a une estime de soi fragile, elle va plutôt avoir tendance à s'accrocher à cette pensée-là « je ne suis pas une bonne mère » et à la transformer en une croyance qui perdure. Donc, quelle que soit votre situation, quel que soit l'âge de vos enfants, quelle que soit l'intensité que ça représente pour vous, cette matrescence, vraiment, je voudrais vous dire que vous pouvez vous retrouver. Pas forcément l'identité que vous aviez avant d'être maman, parce qu'on avance dans la vie, ça aurait peut-être pas trop de sens de retourner en arrière, mais vous pouvez laisser émerger votre nouvelle identité. Votre identité d'aujourd'hui, qui inclut votre nouveau rôle de maman et qui inclut toutes vos autres facettes. Et je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il faut que ce soit une identité qui vous ressemble vraiment. Parce que si c'est la mère rêvée, la mère fantasmée, vous n'allez pas le tenir dans la durée en fait. Ça va vous épuiser de jouer un rôle, d'être cette mère parfaite que vous aimeriez être. Mais ça ne va pas être possible de tenir ça pendant toute la durée de votre vie de maman. Et puis, même si vous y arrivez, hein, alors il y en a qui sont très fortes, hein, qui serrent les dents et qui y arrivent, vous n'allez pas vous sentir heureuse, vous n'allez pas vous sentir épanouie. Et si vous êtes devenue maman, j'imagine que c'est pour prendre du plaisir dans cette nouvelle vie de famille. Je peux vous raconter ce qui s'est passé pour moi au 1 mois et demi de mon fils. C'est vraiment un souvenir très marquant pour moi dans mon chemin de maman. On était au cœur de l'hiver. On était malades tous les deux avec son papa. On avait le Covid. Et vous savez, cette maladie, elle a ceci de particulier qu'elle est en dents de scie. Donc on avait des jours où on était au fond du trou, épuisé, mal physiquement. Et puis d'autres jours où on avait l'impression que c'était fini. Alors on reprenait espoir, on se sentait mieux. Et puis le lendemain, pouf, on replongeait. Et alors c'est d'autant plus dur quand on replonge alors qu'on a cru s'en être sorti. Et donc au bout de plusieurs jours de ce traitement-là, j'en pouvais plus. J'étais épuisée, j'étais désespérée. Et j'ai même la pensée qui m'est venue, mais pourquoi j'ai voulu un enfant? Et alors vous imaginez, c'était culpabilisant pour moi
d'avoir cette pensée-là. Je me dis, waouh, mais je pense ça, est-ce que ça fait de moi une mauvaise mère? Est-ce que je vais réussir à être une bonne maman un jour? Et tout ça, voilà, le mental peut s'emballer dans ces cas-là. Et j'ai surtout envie de vous expliquer comment je m'en suis sortie. Euh, En fait, ce qui a été clé, ça a été d'accepter de l'aide extérieure. Il y a mes beaux-parents qui sont venus nous aider, qui ont accepté de venir à la maison voilà, malgré le Covid et qui nous ont soutenus, qui nous ont permis de nous reposer, d'avoir des temps pour nous. Ma belle-mère aussi qui m'a rassurée quand je lui partageais mes doutes sur le fait d'être une bonne maman ou pas, qui m'a vraiment rassurée. Et donc cette réassurance, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis l'espace que j'ai eu pour me reposer et me retrouver, ça m'a permis de prendre ce recul-là nécessaire. Et en prenant ce recul-là, en sortant de ce mode survie, de l'épuisement, de la submersion qu'on ressent parfois en tant que maman, j'ai pu revenir au contact de moi-même et être à nouveau présente à moi-même. Et ça a tout changé. Le fait d'être à nouveau présente à moi-même, j'ai pu lâcher les attentes. J'ai pu revenir à ce qui était important pour moi, le lien, le moment présent. Je ne sais plus exactement, ça se mélange un peu dans ma tête chronologiquement, mais je ne sais plus si à cette époque-là, c'était le yoga ou c'était la rééducation périnéale, mais il y a quelque chose que je voulais faire et dans ma tête, je devais le faire le matin, c'était précis dans ma tête, et en fait, j'y arrivais pas, ça collait pas, j'arrivais jamais à le faire, et du coup, ça me générait de la frustration. Et après cet épisode où mes beaux-parents sont venus, j'étais beaucoup plus dans la présence, beaucoup plus dans le fait d'apprécier chaque instant. Et du coup, quand mon fils avait besoin de moi et que j'étais avec mon fils, d'être pleinement là-dedans. Et dès que je voyais qu'il avait moins besoin de moi, qu'il y avait des petites minutes où il était bien tout seul, hop, d'aller faire ces petits mouvements de yoga ou ces exercices-là de rééducation. Et d'apprécier là aussi pleinement. Waouh, j'ai quelques minutes pour moi, je profite de ça, je prends soin de moi, ça fait du bien. Et bébé est bien à côté, c'est génial. Et vraiment, mon regard a complètement changé. Le fait de retrouver cet espace et de remettre le focus sur ce qui était important pour moi, profiter de l'instant présent, profiter de cette période où je travaillais pas, profiter de créer ce lien avec mon bébé. J'ai tellement été dans l'appréciation. C'est comme si j'avais enlevé les lunettes noires pour mettre les lunettes roses et que j'avais pu voir tout ce qui allait bien, tout ce qui était agréable et prendre plaisir à tous ces petits moments, toutes ces petites séquences, même de quelques minutes successives, mais être vraiment présente à moi, être vraiment présente à lui et me sentir tellement mieux. Donc je vous promets que comme moi, vous allez pouvoir remettre du sens sur cette maternité. Vous relier à nouveau à pourquoi vous avez voulu devenir maman, vous sentir plus alignée, vous sentir plus sereine. Vous allez pouvoir aussi construire la place qui est juste pour vous en tant que maman, au milieu de votre partenaire, la nounou, la crèche, le système de soutien peut-être autour. Quelle est la place juste pour vous? Quelle est la place que vous avez envie d'occuper? Vous allez pouvoir à nouveau être plus en présence avec vous-même, plus en lien avec vous-même et du coup plus en présence avec votre enfant d'une manière plus profonde, plus juste. Et ainsi, vous allez pouvoir apprécier sa présence dans votre vie, apprécier le lien qui se construit entre vous jour après jour. Et puis, je l'espère, c'est une partie importante dans mes accompagnements. J'espère que vous allez aussi pouvoir développer la fierté pour vous-même. Qu'en sortant de cette période, successivement, vous allez pouvoir vous sentir fier de vous, à la fois dans votre rôle de maman et dans tous les autres aspects de votre vie. Vous sentir vraiment fière et heureuse d'avoir traversé cette épreuve et d'en sortir grandie. En synthèse, vous pouvez vraiment vous retrouver, vous recentrer et incarner ce que vous avez envie de vivre. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura permis de vous sentir un peu mieux. Et si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin, si vous ressentez le besoin d'être accompagné en ce moment et que vous sentez que je peux être la bonne personne, eh bien n'hésitez pas à me contacter.
Vous pouvez soit m'appeler directement par téléphone ou bien prendre rendez-vous en ligne sur mon site. La première séance ne comporte aucun engagement, c'est vraiment l'idée de se rencontrer et de pouvoir sentir l'une et l'autre si on a envie d'aller plus loin ensemble, de travailler ensemble. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle transition vers votre nouvelle identité de maman et de femme épanouie.